Donc, ce soir, le thème, c'est sur les attirances toxiques. Et je vais parler de l'archétype du bad boy. Parce que bien souvent, pour de nombreuses femmes, bad boy, ça veut dire que c'est une femme qui est attirée par un bad boy, qui sait que c'est une mauvaise idée. Et pourtant, 3 petits points, elle ne peut pas s'empêcher de tomber dans le piège. Et donc, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'être attiré par un bad boy et que vous saviez que c'était une mauvaise idée dès le départ. Souvent, vous avez des warnings, hein, mais voilà, ça ne suffit pas. Donc, je vais passer un peu de temps à décrire ce qu'est un bad boy de ce que n'est pas un bad boy, et puis de voir les critères qui font que cette pulsion, cette attirance, elle est plus forte que tout, que le raisonnable, que le rationnel finalement. Ça emporte malgré soi, et c'est piégeux, et je vais vous permettre de pister les endroits des pièges justement. Pourquoi certaines femmes sont attirées par des relations toxiques, et qui après viennent me consulter en me disant bah oui, mais je le savais, mais j'y suis retournée, je suis repartie, je suis retournée, c'était plus fort que moi, et même encore qu'on a rompu, j'y pense encore et j'y pense encore. Donc c'est intéressant d'aller examiner, mais qu'est-ce qui se joue derrière cet archétype masculin qu'est le bad boy. Voilà. Donc c'est par exemple quelqu'un qui, c'est ça la définition, qui ne répond pas à vos messages pendant 3 jours. Quand il répond enfin, vous vous sentez soulagé, comme si vous aviez retrouvé votre respiration. Quelqu'un que vous défendiez, vous défendez son comportement auprès de vos amis, alors qu'au fond, vous savez qu'elles ont raison quand elles vous disent que c'est quand même pas une personne faite pour vous. Voilà. Mais quelque part, vous ne pouvez pas vous empêcher d'être attaché, quoi. Hein. Quelqu'un qui vous fait vous sentir particulièrement vivante, mesdames, plus que les autres ne le font. Donc il va y avoir l'intensité de la relation qui va jouer pour beaucoup. Et puis voilà. Et puis cet homme-là qui vous fait vous sentir exceptionnel, qui a souvent, ce sont des personnalités, vous verrez, qui savent briller, bien parler, le beau discours. Bon voilà, on peut y voir un peu de manipulation là-dedans. Donc ils savent y faire sur le plan verbal et non verbal. Et souvent, ces hommes-là, on les appelle les bad boys. Alors, je vais aller un peu plus loin. Et avant que je commence à développer un peu le sujet, je vous demande d'écrire, pas d'écrire, mais de réfléchir au premier mot qui vous vient quand vous pensez au bad boy. Pas le mot correct, mais spontanément, qu'est-ce qui vous vient comme qualité ou voilà, un bad boy, ça fait penser à ok, alors pervers narcissique, autre chose, évitant, toxique, ouais, toxique, ça c'est le côté, mais dans les côtés attractifs, beau parleur, charmeur, ouais. Menteur. Alors il peut y avoir menteur, coureur de jupons, séducteur. Narcissique, vous verrez que ça fait souvent partie des traits. Okay. Manipulateur, oui, tu veux dire quelque chose? Hein? Il dit comment je dois me comporter, il me dicte, il me guide, quoi. Il me drive. Ok. Autre mot que je peux compléter, ça va avec la notion de sensation de danger, d'excitation quand même. Hein. Donc ça va avec l'intensité. Le côté, vous avez oublié de dire quelque chose qui est important chez les bad boys, c'est le côté mystérieux. Ils gardent un certain mystère. Les personnages des bad boys, il y a du charisme et il y a du mystère. Vous n'avez pas remarqué? Il y a du danger, de l'excitation et du mystère aussi. Il y a de la douleur. Il y a du désir, une forte attraction. C'est pulsionnel. Vous êtes attiré malgré vous, même si ce n'est pas raisonnable, comme je l'ai dit. Et puis, il y a la sensation de liberté. C'est quelqu'un qui dégage en général, qui se sent libre ou qui affiche que c'est un homme libre,
que voilà, il est indépendant, qu'il peut dépasser, surmonter les dangers, surmonter plein de trucs, etc. Et bah oui, c'est attractif en fait. Ça donne envie d'être libre comme lui. Voilà. Ouais, je vois qu'elle veut dire quelque chose. En fait, j'ai déjà une question, c'est que qu'est-ce que vous entendez par bad boy? Parce que moi, bad boy, c'était quelqu'un qui était un peu genre, c'est un cliché peut-être, mais avec une grosse moto, du cuir et tout ça. Mais un bad boy, ça peut être aussi quelqu'un qui est pervers narcissique et qui, Oui, c'est pour ça voilà. que je vais développer. Et donc, C'est un peu tout ça, c'est ça? ouais, alors je vais développer. Donc la définition du bad boy, c'est un archétype déjà le bad boy, hein. Donc c'est un modèle universel qu'on retrouve dans toutes les cultures, dans toutes les époques. Et il a des traits un peu caractéristiques. Donc on va trouver l'inaccessibilité émotionnelle. C'est quelqu'un qu'on ne peut pas capter. Donc ça va beaucoup avec l'attachement insécure. Pas quelqu'un qui va vous sécuriser longtemps. Il va faire genre je suis là pour toi, ou je suis fiable ou engagé. C'est parfois dans du love bombing, hein, puis après, poum, voilà. Mais pas vraiment. Donc il peut être présent physiquement et absent affectivement. Vous voyez, il va y avoir du chaud et froid là-dedans, hein. Et donc ce manque crée le vide que l'on cherche constamment à combler, puisqu'il est là, puis il n'est pas là, ou il est là et en même temps il n'est pas là. Voilà, ça fait partie de l'absence émotionnelle du bad boy. L'imprévisibilité fait partie aussi des critères. Quelqu'un qui est imprévisible, on ne sait jamais à quoi s'attendre avec cette personne. Chaque jour, c'est différent. Un jour, il est chaud, un jour, il est froid. Et donc, comme c'est incertain, eh bien, ça fait un puissant moteur du désir. Je l'ai toujours dit dans toutes mes conférences. Une fois que vous avez acquis l'objet du désir, le feu s'éteint. Voilà. Le désir est projectif. Tant qu'il n'est pas capté, l'objet d'amour est désirable. Mais n'importe quel objet, que ce soit une voiture, que ce soit un voyage, que ce soit n'importe quoi, une fois que vous avez acquis l'objet, bon, vous avez le trophée, mais vous êtes vite... ben voilà, l'objet est acquis, donc c'est la plante dans le décor, donc vous êtes en sécurité, mais vous commencez à vous lasser. Et donc c'est un peu le problème du bad boy qui, lui, est assez inaccessible, et émotionnellement instable, et donc va créer cette attraction du désir, tout le temps désir manque, et donc c'est moteur, quoi. Donc il y a beaucoup de personnes et beaucoup de femmes qui sont des proies faciles pour les bad boys, puisqu'elles adorent désirer, elles sont amoureuses de leur désir, plus que du partenaire en lui-même, hein, quelque part. Et elles ont envie de sentir cette excitation, du désir constant, qui va créer le manque. Et c'est ce qu'on appelle l'état amoureux. Donc il y a énormément de personnes qui sont amoureuses beaucoup plus de leur état amoureux que de la personne en elle-même, en fait, puisqu'elles ne la connaissent pas. Le bad boy, il est imprévisible, il est pas stable, donc c'est quelqu'un qu'on ne peut pas vraiment connaître, en fait. On connaît que la surface. On connaît jamais, on connaît que ce qu'il veut bien montrer de lui, mais on ne connaît pas grand-chose, en définitive. Et donc, je continue, je termine sur les critères, c'est quelqu'un qui a du charisme. Et donc, il a de la confiance. C'est quelqu'un qui est assertif, hein, et qui s'en fout de plaire à tout le monde, mais qui a l'air d'assurer, quoi. Et donc, il en donne l'impression, en tout cas. Et paradoxalement, c'est exactement ça qui attire. C'est quelqu'un qui peut paraître fragile par ailleurs, mais qui assure. Et donc, il y a les paradoxes de, bah oui... il ne cherche pas vraiment, forcément, vous avez dit, à séduire, pas forcément, mais il y a un côté qui a du charisme quand même, le mystérieux là. Et donc, il donne l'impression d'être libre, de s'en foutre, que tout va bien, que je ne sais pas quoi. Et ça donne le moteur aussi du désir. Et le côté transgressif. Il y a aussi chez le bad boy, l'archétype du bad boy, la transgression. Transgression, c'est il ne joue pas selon les règles. Il joue selon ses règles, et pas les règles communément admises de tous. Et donc ça représente une forme de liberté que beaucoup de personnes n'osent pas s'autoriser. Donc il y a des femmes qui vont envier la liberté que s'offre le bad boy, qu'elles ne s'offrent pas, des autorisations qu'elles ne s'offrent pas. Il y avait une intervention là. Attends, je vais vous passer le micro, sinon ça ne joue pas. Il est là ?
savoir qu'est-ce qui différencie le bad boy du pervers. Il peut y avoir dans les bad boys, vous verrez de la perversion. C'est possible, mais pas que. Il peut y avoir des profils, par exemple, que narcissiques, qui ne sont pas pervers, et qui peuvent jouer aussi dans l'archétype, rentrer dans l'archétype du bad boy. Ce n'est pas spécifiquement que des pervers. C'est plus large que ça. Moi, j'aimerais bien savoir dans le public, là, et notamment féminin, puisque c'est quand même les femmes qui sont attirées par les bad boys, à moins que vous soyez des homosexuels attirés par les bad boys aussi. Hein, les bad girls. Mais là, je suis sur le bad boy, je ne suis pas sur la bad girl. Ce sera un autre jour ou un autre soir. Mais évidemment, il y a le pendant, mais là, je n'ai pas fait cette polarité-là. Parce qu'en fait, je tombe beaucoup sur des femmes qui n'arrêtent pas de me dire, dans mes consultes, je ne peux pas m'empêcher d'être attirée par quelqu'un qui ne me fait pas du bien. Et quand je tombe sur un gentil, j'en veux pas. Bon, il y a bien un schmilblick quand même. D'accord ? C'est pour ça que je voulais absolument... développer ce sujet ce soir. Ça n'empêche pas qu'on pourra travailler sur la bad girl. Hein. Ouais. Alors, vous avez dit tout à l'heure, c'est quelqu'un qu'on ne connaît pas vraiment, enfin, mystérieux. Mais est-ce que ce n'est pas le cas un peu de tous les couples? Parce qu'on voit beaucoup de gens qui vivent ensemble pendant 10, 15, 20 ans, et tout d'un coup, bon, voilà, il se passe des choses, la personne disparaît, divorce, et on se rend compte que... On ne connaît jamais vraiment complètement. Déjà, on ne se connaît pas soi-même complètement, on ne connaît jamais vraiment l'autre. Oui. Mais dès le départ dans la relation, il affiche quelque chose de... je te montre que ce que je veux bien te montrer, l'image. Donc, je ne te dévoile pas tout. J'entretiens une forme de flou artistique. C'est souvent des paroles un peu perchées comme ça, mais on ne sait pas trop. Ça sème un peu la confusion. On ne sait pas trop ce qu'il veut dire. C'est un calculateur. Oui, ben, c'est stratège en fait. Et c'est assez manip. Hein, mais du coup, alors, la différence dans un couple long qui d'un coup, il part avec une amante et que, bon, ce n'était pas prévu, le jeu était moins dévoilé, enfin, ce n'était pas prévu d'avance. Ici, dès le départ, il y a une espèce de flou artistique, j'entretiens une espèce de mystère, je dis des choses, puis après je me contredis, puis après je montre ça, et puis après je te mets dans la confusion, et je te dis un truc sur toi, mais qu'est-ce que ça vient faire là, quoi? Pourquoi je me permets de dire un truc sur toi alors que je t'ai dit un truc gentil juste avant, mais c'est pas clair, quoi. Voilà. Oui. Voilà. Par exemple, quelqu'un qui a l'habitude de prendre des décisions. Donc ça fait partie... les femmes aiment bien les hommes qui paraissent forts, qui paraissent fiables, qui assurent. D'accord, mais qui disparaissent sans explication. Ça aussi, ça fait partie d'archétype. Hein, d'un coup, mais d'entrée, il fait ça. Il est là, puis il n'est plus là. Et quand il est là, en général, il est pleinement là. C'est le côté fusionnel du bad boy. C'est je suis totalement avec toi, puis après je disparais totalement d'ailleurs aussi. et c'est quelqu'un qui est direct, qui a un franc-parler, qui a une vie qui est bien remplie. Il n'attend pas, il n'est pas en train de courir. C'est pas un dépendant affectif. Il ne montre pas qu'il est dépendant. Il ne court pas après vous. Il est hyper pris, voilà, et il ne donne pas de nouvelles pendant des jours pour faire le côté chaud-froid qui va vous attirer, en fait, voilà. Qu'est-ce que celles qui ont été attirées par des mecs comme ça, qu'est-ce que vous vous dites à son propos? Il est toxique. Ouais, il est toxique, mais quand vous tombez dans le panneau, ouais, il est libre. Et puis, souvent, un truc qu'on se dit, que les nanas se disent aussi, c'est « Oh, le pauvre, il a dû avoir une enfance difficile. » Parce qu'ils tombent souvent sur des empathes, hein. Des altruistes et des empathes, hein. Et des femmes qui vont dire « Oui, bon, ok, il est un peu chelou, quoi. Il fait chaud-froid, chaud-froid, chaud. Mais quand même, le pauvre, ah oui, il a une vie compliqué, il a eu une enfance difficile, donc ça peut se comprendre. Donc voilà. Et donc c'est comme ça souvent qu'elle tombe dans le panneau en voulant le sauver ou le materner ou le comprendre
ou en l'excusant d'être comme ci, comme ça, parce que oui, on peut comprendre par empathie que il en arrive là, que voilà, bon, voilà. Et donc voilà. Ouais. Moi, je me disais que j'avais besoin de le sauver et que j'allais changer toute sa vie et qu'en fait, c'est hyper orgueilleux en fait et que j'allais le mettre dans un moule en fait. C'est ça. C'est souvent des gens qui sont sociétalement différents, on va dire. Moi, quand je pense au bad boy, je pense au gars qui est en prison et qui tombe amoureux de sa gardienne de prison ou la gardienne de prison qui tombe amoureux de lui. Oui, ça me fait penser à ça. Donc, ouais, il y a une forme... ça vient activer mon orgueil et un beau mec qui s'intéresse à moi, mais en même temps, je vais le changer, je vais lui apporter quelque chose. En fait, c'est ça. Il y a un piège comme ça qui est je suis empathique, le pauvre, il a une enfance difficile, voilà, il a du charisme, etc., il brille de tous ses feux. Et tu as aussi le fait, souvent la croyance, je pense que je vais pouvoir le changer, moi. Les autres, ils sont... Mais moi, je suis différente parce qu'en plus, souvent, ce sont des personnes qui savent personnaliser la relation. C'est-à-dire qu'elles savent très bien sentir les failles et te louanger au bon endroit. Donc toi, tu as l'air d'être unique, spéciale, différente par rapport à toutes les autres qu'il a déjà eues avant, qui sont parties dans les choux. Mais toi, tu as l'air vraiment spécial et donc il va te donner... il va se personnaliser avec finesse et justesse. Et du coup, ça fait, ah bah oui, moi je suis exceptionnelle et je comprends et donc moi je vais le changer. Et là, poum, tu tombes dans le piège. Voilà. Alors je voudrais quand même vous aider à distinguer ce qu'est le bad boy du good boy. C'est-à-dire... parce qu'il peut y avoir une frontière un peu floue entre un homme qui a l'air d'assurer, un homme qui est confiant, un homme qui sait ce qu'il veut, n'est pas forcément un bad boy. Voilà. Un homme qui prend des décisions n'est pas forcément un bad boy. Un homme qui est discret ou qui est introverti n'est pas non plus forcément un bad boy. D'accord ? Donc, il faut distinguer un homme qui a du caractère, qui est direct, qui est honnête, qui est franc, qui est fiable, qui a une vie super remplie, qui prend des décisions, qui respecte ses engagements et qui est confiant en lui. Voilà. Donc ça, c'est souvent aussi très attractif pour les femmes, ce qu'on appelle les mâles alpha. D'accord ? Ou les contrôlants. Autrement dit, quelqu'un qui a l'impression de contrôler sa vie, de bien gérer, d'assurer, d'être indépendant, d'être libre, etc. C'est un homme qu'on dit avoir du caractère. Pour autant, ce n'est pas forcément un bad boy. Donc, le bad boy, c'est le distinguo, il va souffler le chaud et froid, ce que ne va pas faire l'homme qui a du caractère. D'accord ? Il va disparaître sans explication. Donc, du coup, ça va donner ce qu'on appelle la relation en suspens, qui est... parce que le cerveau a besoin d'explications, c'est-à-dire quand on n'a pas les informations pour comprendre qu'est-ce qui se passe, c'était bien, puis il n'est plus là, notre cerveau, il tourne sur une boucle, en fait. Il est suspendu dans les airs, et on a besoin d'avoir une raison pour laquelle il ne donne plus d'infos. Et comme on n'en a pas, puisqu'il disparaît sans explication, on tourne sur c'est quoi le problème ? Est-ce que c'est moi le problème ? Est-ce que c'est lui le problème ? Pourquoi je ne comprends pas et je cherche à comprendre, et je cherche à comprendre pourquoi il a disparu sans explication. Mais des fois, on peut tourner, analyser tout ce qu'on veut, on ne trouve pas, puisqu'on n'a pas les infos. Et notre cerveau aime résoudre, aime finaliser, avoir les infos en clair pour pouvoir passer à autre chose. Donc quand on est suspendu dans les airs et qu'on n'a pas les infos en clair, on bug, on commence à être dans la confusion, et c'est aussi très attractif. Vous verrez que c'est très physiologique, cette affaire, d'être attiré par quelqu'un qui ne donne pas d'explication claire. Voilà, typique du bad boy. Donc l'imprévisibilité et donc l'inconséquence, l'instabilité, ce n'est pas quelqu'un qui est conséquent, qui promet sans tenir. Souvent, c'est beaucoup dans les louanges, dans les la 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 da 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 ni. Alors, c'est très beau, ça embarque dans le rêve, oui, ou dans le mythe romantique, ou dans la loucoumisation, bon bref, mais c'est un peu illusoire, quoi. C'est tout dans la tchatch, et ça manipule. Ouais, vas-y, si tu veux dire un truc.
Oui, mais on n'entend pas. Quand on rencontre quelqu'un comme ça, je parle de moi, mais je parle aussi des copines autour de moi. En fait, c'est presque quelqu'un qui réveille en nous un peu la princesse, les petits contes de fées. Et donc, on est sur un plateau. Moi, cet homme-là, il allait jusqu'à mettre de l'eau chaude dans la baignoire pour pas que j'ai froid aux pieds. C'était un truc, je me disais, c'est incroyable. Oui, c'est vrai. Chauffer la serviette pour que je... Voilà. Et moi, j'étais là, waouh, ça, c'est dingue. Puis finalement, tout ça, après, d'un coup, paf, ça tombe et ça... Ouais. Et Oui, ça... dans la première partie, très souvent, il y a le love bombing. Il y a tu es ma princesse, je suis ton chevalier servant, et tu es unique, exceptionnel. Et évidemment, beaucoup de femmes rêvent d'être la princesse. Et qu'il n'y en a pas toujours, en fait, il n'y a pas toujours des hommes chevaliers servants qui te louangent, qui sont à tes pieds, qui anticipent tous tes désirs. Tu te dis, ça y est, c'est le bon, c'est l'évidence. Je suis tombée sur le bon. Puis après, c'est-à-dire qu'il y a le vent qui tourne. C'est ça le problème. D'un coup, pim. Et ça, c'est pas constant, en fait. Et c'est ce chaud-froid qui est déroutant, en fait. Alors, maintenant, je vous parle un peu de ce qu'on appelle la triade noire, puisqu'on parlait, là, tu me parlais des pervers. En psychologie, la triade noire, c'est décrit comme le triangle des profils narcissiques, machiavéliques et psychopathes. Donc, ce qu'on appelle la triade noire. Donc, on va rentrer dans les bad boys des profils dans ces traits-là. D'accord ? Alors, ce n'est pas forcément les trois, ça peut être un des trois. Mais souvent, on va voir des personnalités à traits narcissiques. Donc, je rappelle que le narcissisme, c'est pas simplement aimer se faire des selfies. C'est un besoin excessif d'être admiré, n'est-ce pas ? Un sentiment de supériorité, donc c'est souvent quelqu'un qui drive quand même, qui prend le contrôle sur toi en te définissant, en te disant comment tu dois te comporter, comment tu dois être, qui t'analyse, qui a besoin de prendre le pouvoir sur toi, qui a un manque d'empathie. Ça, les narcissiques ont un manque d'empathie. Ils ont l'air d'avoir de l'empathie, mais c'est qu'une apparence. Parce que dans les faits, il peut t'écouter, te comprendre, soi-disant, etc. Mais les faits ne tiennent pas en rapport avec ce qui a l'air d'être en pâte. C'est piégeux, ça aussi. Et puis, une hypersensibilité à la critique. C'est toujours vous qui avez tort et pas eux. Donc, si vous avez par exemple, vous vous sentez pas en sécurité, c'est votre problème. Allez faire de la thérapie pour régler votre problème d'insécurité. C'est pas lui. Voire faire arrêter une thérapie, oui. Parce que ça peut être toxique, ça peut être nocif. Oui, c'est ça. Donc, il va prendre le pouvoir. Il va essayer de te contrôler en te disant que ça, c'est bien, ça, c'est pas bien. Comment tu dois te comporter pour aller bien. Lui, il sait mieux que toi ce qui est bon pour toi. Et il suffit que tu sois un peu fragile à ce moment-là et que tu sois dépendante tu vois, et que tu valides en disant peut-être il a raison. S'il dit c'est que c'est vrai. En plus, il a l'air tellement chou, tellement sûr de lui que du coup, tu adhères et que ça te fait de la confusion dans ta tête, tu vois. Et ça, c'est classique. Le machiavélisme, ça vient de Nicolas Machiavel, dans le livre du Prince. Et donc, c'est la manipulation stratégique. Là, on est sur le manipulateur. Donc, c'est la manipulation des autres. C'est une vision cynique des relations humaines, donc ce manque d'empathie, toujours. Une forte orientation vers le pouvoir et l'intérêt personnel. On peut dire que souvent, les bad boys, ils sont centrés sur eux. Ils ont l'air d'être intéressés par vous, mais c'est un peu prédateur quand même. Je m'intéresse à toi pour en retirer le maximum de bénéfices. Ça peut être de la sexualité, ça peut être de l'attention, ça peut être de la tendresse, ça peut être, en fait, je prends. C'est je donne pour prendre. On sent le côté vampire derrière. Donc c'est très manip, mais ça n'a pas l'air comme ça. Et une capacité à planifier froidement. C'est-à-dire que le jour où il vous largue, ça vous largue. Alors il n'y a plus rien à foutre. C'est vraiment à la suivante. C'est pas très, ça fait pas dans les dentelles. Donc voilà, les manipulateurs sont beaucoup plus calculateurs que impulsifs. Ouais, vas-y, parle. Oui, je voulais poser la question. Donc, pas de sentiments alors? Aucun sentiment, ces gens-là? Ça a l'air d'avoir des sentiments.
Ça donne l'air. Mais ils en ont pas. Bah, ils ont un manque d'empathie, donc c'est compliqué. Par contre, ça joue le mec a des sentiments. Comment tu veux séduire une femme sans, comme elle l'a dit, te mettre à ses pieds, la comprendre, la reconnaître, faire genre que voilà, qu'elle est exceptionnelle, que il montre de l'empathie, mais c'est dans l'apparence. Ça manipule, mais en fait, souvent, ils s'en rendent même pas compte. Hein. Les personnes manipulatrices ou narcissiques se rendent même pas compte qu'en fait, elles sont autocentrées. Elles ont l'impression qu'elles prennent vraiment soin de l'autre. En réalité, c'est pas ça. C'est je prends soin pour que tu sois ma possession, mon objet, quoi. Tu sois à moi. Mais le jour où tu n'es plus très intéressante, paf, passe à l'autre, hein, direct. Ça manque d'empathie, quoi. Voilà. Après, dans la triade noire, vous avez le psychopathe. Alors, toujours pareil. C'est des termes un peu psychopatho, mais on les voit dans les films. Par exemple, si vous avez vu Fight Club, c'est le psychopathe. D'accord Marlon Brando, dans je ne sais plus quel film, on voit aussi le côté psychopathe. On voit dans des films des acteurs qui ont ces traits-là et qui sont très attractifs. Donc faible empathie, pas de culpabilité, de l'impulsivité, voilà, par rapport au narcissique, il n'y a pas d'impulsivité, une recherche de sensations fortes et un charme superficiel. Donc, bon, voilà. Donc il y a des gens qui peuvent avoir des traits psychopathes sans être complètement psychopathes. D'accord ? Mais c'est vrai que vous allez voir qu'il y en a qui sont impulsifs, qui sont pulsionnels, qui aiment bien l'intensité, qui font ils se surpassent, par exemple, des sportifs haut niveau, etc. Ça peut être, ça peut être aussi... vous pouvez admirer des personnes comme ça, pour autant, ça ne veut pas dire qu'ils ont de l'empathie, mais ils ont l'air d'être au sommet et ça brille de tous ses feux. Alors, ce que ces trois profils de personnalité ont en commun, c'est le faible niveau d'empathie, et ça, vous ne vous en rendez pas compte tout de suite. La tendance à exploiter les autres, donc autocentré. L'orientation, la recherche d'admiration. Alors, le narcissique recherche l'admiration, le machiavélique cherche le pouvoir stratégique, et le psychopathe, il cherche la stimulation et agit souvent sans peur. Il y a plus d'impulsivité chez le psychopathe. Voilà, ça c'est pour un petit développement sur la triade noire que vous retrouverez. Il y avait des personnes, des psychologues qui se sont intéressés à la triade noire parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de femmes qui tombaient dans le piège de l'archétype du bad boy. Moi, j'en ai plein dans mes consultations, comme je vous l'ai dit, des femmes qui me disent pourquoi je suis attirée par des hommes qui me font du mal et que je rejette ceux qui sont stables, en fait, et sécures, comme c'est curieux. Ben non. Ce côté mystérieux, inaccessible, fort, intense, machin, tout ça, voilà, ça fait craquer, quoi. Il y a aussi la fascination. Donc, ce qui est fascinant, c'est qu'avec le bad boy, c'est pas une invention contemporaine. Il a traversé les siècles. Cet archétype a traversé les siècles avec une constance remarquable. On l'avait dans la mythologie avec comment il s'appelle, Loki. La mythologie nordique, pour ceux qui connaissent, le dieu du chaos, de la ruse, de la transgression. Fascinant, dangereux, impossible à saisir. C'est le premier bad boy de l'histoire. Après, dans la mythologie grecque, vous avez Hermès, le messager qui joue avec les règles. Après, vous avez Arès, le dieu de la guerre, le dieu brutal et magnétique. Vous avez des figures mythologiques quand même qui sont l'attirance pour le transgressif, comme je dirais, c'est quelqu'un qui transgresse les règles. Donc c'est quelque chose qui apparaît depuis longtemps. C'est pas nouveau, quoi. Et c'est vrai que c'est attractif, quelqu'un qui a l'air sûr de lui et qui transgresse les règles, qui s'autorise ce que les autres s'autorisent pas. Ça a l'air... voilà. On est toujours attiré par... quand on est des soumises, des personnes adaptables, empathiques, qui ont plutôt tendance à être aimables, serviables, charmantes, scrupuleuses, au service, altruistes,
eh bien, on est attiré par des transgressifs parce qu'ils s'autorisent, comme je l'ai dit, ce que nous, on ne s'autorise pas. Voilà. Donc, on cherche le complémentaire, en fait, dans la relation. Et donc, l'autre est complètement inverse à nous. Et il y a une espèce d'admiration, de dire, oh, ben, il s'autorise que moi, jamais je ferai un truc pareil, mais c'est attirant. En tout cas, ça peut. Après, bon, je suis dans l'histoire. Il y a au 19e siècle, c'est Lord Byron qui incarne parfaitement l'archétype du bad boy. Beau, génial, scandaleux, insaisissable. Les femmes en son époque en étaient complètement folles dingues. Voilà. Après, il y a dans Les Hauts du Hurlevent, Heathcliff. Vous avez dans la littérature romantique qui a repris le concept du bad boy et qui l'a glorifié. Par exemple, l'homme qui est difficile à aimer, c'est l'homme qui vaut la peine d'être aimé. Hein. On l'a beaucoup dans la... Voilà. Donc l'homme insaisissable, l'homme qu'on ne peut pas capter, c'est celui qui est intéressant. C'est celui qu'on doit, on doit courir derrière, on doit pouvoir y arriver à le capter. Donc c'est toujours ça qui est drôle, c'est que les femmes courent derrière souvent des bad boys parce que, comme elle l'a dit, on a l'impression qu'elle va pouvoir le changer, mais que nous, on va y arriver à le capter, cet insaisissable objet du désir. Je crois qu'il y avait un film comme ça s'appelait... c'était quoi le film un film comme ça sur... hein, cet obscur objet du désir, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Voilà. Après, au XXe siècle, et dans la culture pop, comme je disais, Marlon Brando dans L'équipé sauvage, James Dean, voilà, dans La fureur de vivre, Elvis Presley sur scène. Donc, ils incarnaient la rébellion. Vous voyez un peu de quoi ils retournent. Le rock and roll, James Bond, Tony Stark, voilà. Voilà, l'archétype se réinvente, mais la mécanique, c'est exactement la même. Hein. Donc, là, aujourd'hui, on parle du loup-garou, par exemple, dans vous n'avez pas entendu, le loup-garou dans les réseaux sociaux, ou le mal alpha, c'est un peu toujours pareil. C'est le psychopathe, en fait. Hein. C'est le loup-garou, c'est celui qui est pulsionnel, c'est Dr. Jekyll et Mr. Hyde, c'est celui qui est à la fois protecteur, mais qui c'est un faux protecteur, parce que c'est une illusion d'optique, et qui souffle le chaud et le froid, voilà. Mais c'est en ce moment à la mode de parler du loup-garou. Il y a des hommes qui se rassemblent autour du mouvement des loups-garous. On m'a interviewé là-dessus, comme étant un mouvement à la mode. On reprend l'archétype du bad boy d'une ancienne époque, en fait, hein, et qui se valorise et se glorifie d'être des loups-garous. On appartient à la meute des loups. Donc nous, voilà, on est forts, on est entre hommes, on assure. On va presque... ça peut être proche des masculinistes, d'ailleurs, parce que vous avez vu qu'avec les féministes, on a vu apparaître les masculinistes. Donc il y a aujourd'hui, de façon sociétale, un contre-mouvement des hommes qui se veulent récupérer leur masculinité parce qu'ils en ont marre d'être déconstruits, je sais pas. Dans la série Machos Alpha, on le voit, ça, les hommes déconstruits. Et il y en a certains qui revendiquent leur virilité en disant il y en a marre de se faire abîmer par les féministes, et donc on veut se regrouper pour défendre les valeurs de ce que je disais de l'homme qui a un caractère fort et qui n'est pas un bad boy. D'accord ? C'est pas parce qu'on a du caractère, qu'on est loyal, qu'on est viril, qu'on assure, qu'on est fiable et protecteur que forcément on tombe dans le prédateur, le bad boy, etc. Donc c'est vrai que la nuance, voilà. Donc aujourd'hui on est dans des mouvements et des contre-mouvements comme ça. Et c'est intéressant de voir que l'archétype du bad boy revient à la surface et on le perçoit, on perçoit la fragilité du masculin qui cherche qui est perdu. D'ailleurs, il y a beaucoup d'hommes qui sont perdus dans construit, déconstruit, reconstruit, ils ne savent plus où ils en sont. Et ils se cherchent par rapport au féminin, quoi. Donc revient en force l'archétype du bad boy qui finalement attire les femmes malgré tout, malgré qu'elles savent qu'ils peuvent être manipulateurs, prédateurs, narcissiques, etc., qui continuent d'attirer quand même pas mal de femmes qui tombent dans le piège. C'est pour ça que je voulais faire une conférence là-dessus. Et alors maintenant, la vraie question, pourquoi ça marche, à votre avis ? Quels sont les ressorts psychologiques ? Pourquoi vous tombez dans le panneau ?
Parce que ce sont souvent des femmes empathiques, intelligentes, ce n'est pas des idiotes, hein, ni des naïves. Elles sont souvent lucides, elles connaissent leurs valeurs. Donc pourquoi elles tombent quand même dans le panneau, à votre avis? Hein? Alors elles sont fragilisées. Vas-y développer. Ou alors transgénérationnel. Ouais, il peut y avoir dans l'histoire familiale des attirances déjà par des hommes toxiques ou des amours impossibles, des histoires comme ça, d'hommes qui les rejetaient. Ça c'est possible, qui sont des reproductions. La fragilité psychologique, de la vulnérabilité de... Il y a souvent aussi un problème d'estime de soi hein, chez les femmes qui s'accrochent comme ça, qui traînent dans des relations toxiques comme ça. Ouais, vas-y, tu veux dire un truc? Attends, une seconde. Chez moi, j'ai identifié un processus de réparation que si en fait j'arrive enfin à relationner avec un gars comme ça qui est émotionnellement disponible, ça viendrait réparer ce que mes parents m'ont pas donné. En fait, ma mère qui était indisponible, mon père qui était indisponible, et puis même leur relation entre eux qui était hyper toxique. Et donc inconsciemment, je viendrais réparer ça, quoi. Oui, ça c'est tout à fait possible. C'est remettre en scène le théâtre familial de l'époque. Donc c'est une répétition. Et effectivement, quand on fait ça, c'est que la première impulsion, c'était oui, mais lui, il est différent. Et donc, et en plus, comme il est charmeur et qu'il sait bien s'y prendre, tu te dis, lui, il va vraiment réparer tous ses manquements. Et avec lui, je vais être vraiment protégée, en sécurité, ou voilà, il va être chou, je sais pas quoi. Et puis après, pam, ça part ça bascule dans le chaud-froid. Et c'est là où tu comprends pas. Et le piège que quand tu as été dans des histoires avant d'enfance où tu peux y rester beaucoup plus longtemps que d'autres qui n'ont pas vécu ça, parce qu'il y a une familiarité avec la relation toxique ou avec l'indisponibilité. Tu vois, je suis là, je suis plus là, donc tu connais, tu trouves ça bizarre, mais quelque part c'est familier. Donc il y a quelque chose qui est connu, qui est pas... donc ça sème une forme de confusion, ça ne te dit pas « Ah non, il y a un warning, mais stop !» Donc il y a un warning, mais bon, on peut continuer. On peut passer au-dessus. Puis il y a quand même du bon. Il faut voir que dans ces relations-là, il y a beaucoup de fusion par moment. Et donc il y a une addiction à la fusion. Et c'est ça que je voulais aussi voir avec vous. C'est qu'il y a la chimie du cerveau qui s'y mêle. Et que ça crée justement la partie en nous qui dit oui, il y a des warnings, c'est pas raisonnable, mais je ne peux pas m'empêcher de continuer la relation quand même. Et donc ça, c'est plus fort que nous, et ça, c'est vraiment bizarre, parce qu'il y a un conflit intérieur entre une partie rationnelle et une qui ne l'est pas du tout. Ouais. Bonsoir. À votre avis, quel est le lien commun avec tous ces hommes? Parce qu'ils ont été quand même élevés par des femmes, des mères. Oui. Et pourquoi ils sont devenus comme ça, en fait? Il n'y a pas que les mères, ne sont pas responsables de tout, il ne faudrait pas accuser... ouais, mais avec le mouvement MeToo, par exemple... familial, je ne sais pas, il y a des fragilités. Tu peux avoir aussi la personnalité narcissique, si tu veux. Ça peut être aussi tu vois, des fois, j'ai des exemples comme ça peut être des HPI, THPI, des trucs comme ça, mais qui ne sont pas dans un contexte qui les aide et qui favorise, qui peut développer une fragilité du terrain narcissique, par exemple, tu vois. Donc, le socle familial n'était pas adéquat par rapport à ces enfants-là, en tout cas. Par rapport à leur hypersensibilité ou je sais pas quoi, ou qui étaient négligents. Enfin, il peut y avoir des traumas de base, mais bon, on ne peut pas dire que c'est la faute des mères. Ça, c'est trop... Je ne disais pas que c'est la faute des mères. Mais moi, j'ai vécu avec un fuyant, un petit peu bad boy, enfin, si on veut. Mais je ne voyais pas d'où ça venait. Parce qu'il avait été élevé dans un milieu aimant. Oui, alors, et lui, il était fuyant. C'est-à-dire qu'au bout de 15 jours, hop, il partait pendant une semaine. C'était la punition, en fait. En fait, c'est des manières de se protéger. Là, je suis en train de donner un accompagnement sur l'attachement anxieux évitant, un accompagnement en ligne. Et justement, on voit que les évitants, parce qu'il y a pas mal d'évitants dans le groupe, ils ne font pas exprès de punir l'autre. Ils se protègent émotionnellement en se mettant dans leur bulle, en coupant la relation,
parce qu'il y a chez certains évitants, qui ne sont pas forcément des bad boys d'ailleurs, des manipulateurs, hein, c'est pas conscient, mais c'est une manière de se protéger de la pression qu'ils se mettent pour bien faire ou pour être présent et qu'ils se rendent indisponibles parce que c'est trop pour eux, c'est trop activant la relation. Donc on ne sait pas trop, tu n'as pas trop les informations en clair sur l'histoire et son enfance, etc. Bon, après, ils te disent ce qu'il veut bien te dire. Mais bon, quand ça coupe émotionnellement comme ça, c'est un système de défense, de protection. C'est je ne peux pas m'empêcher, c'est plus fort que moi. Je retourne dans ma tortue, là, je fais la tortue parce que c'est trop activant cette relation. Et plus il sent la demande, et plus ça le fait fuir, en fait. Plus ça le met en mode figement. Plus c'est inconscient, en fait. C'est pas conscient, c'est pas fait exprès. Alors là, je suis sur le bad boy, c'est pas forcément les évitants, ce ne sont pas forcément des bad boys, parce que là, c'est plus des personnalités qui sont affirmées, qui ont du charisme, que l'évitant qui peut être discret, introverti. Là, le bad boy, c'est vraiment, vous voyez, c'est plus le personnage Brad Pitt dans Fight Club, quoi. Voilà, c'est plus ça. Hein, donc, ouais. Vas-y. Oui, alors moi je me demandais si ils étaient peut-être pas attirés par les femmes qui avaient un problème d'attachement, c'est-à-dire qui recherchent un attachement, qui manquent de quelque chose. Oui, d'ailleurs, puisque tu en es là, je reviendrai sur la chimie, mais effectivement, les personnes, les femmes qui ont un attachement anxieux vont être beaucoup plus attirées par ce type de personnalité parce qu'elles ont un fort besoin de réassurance. Et que fait l'archétype du bad boy? C'est quelqu'un qui va te rassurer en te montrant qu'il est là pour toi, qu'il va te soutenir, qu'il sera tout le temps là, qu'il s'engage, qu'il ne t'abandonnera pas, voilà. Donc, et qui est très intuitif pour sentir, pour détecter tes failles et pour détecter ce dont tu as besoin d'entendre pour être acquise, en fait. D'accord? Et donc, voilà. Donc, c'est important de savoir que l'attachement anxieux va activer va activer les bad boys, en fait, et que c'est exactement quelque part ce que tu cherches, quelqu'un qui a l'air d'être fort, de te rassurer, mais pourtant, c'est pas ça qui est bon pour toi. À savoir que c'est intéressant de voir qu'il y a une forme de compatibilité chimique en général qui se fait. Il y a une alchimie qui se fait quand tu es attiré par quelqu'un comme ça. Elle est malsaine en fait parce que tu as un système d'attachement anxieux qui fait que toi tu vas courir derrière, alors qu'à un moment donné tu vas te rendre compte que l'autre n'est pas à la hauteur de tes attentes et qu'un coup il est là, un coup il n'est pas là. Mais toi, tu es accroché au goût de la fusion, à cette compatibilité de départ qui te fait croire que c'est une personne pour toi. Et voilà, et donc ça c'est malsain. J'ai fait un quiz que vous trouvez sur mon site, je crois, qui s'appelle « Êtes-vous dans l'attachement anxieux ?» Donc pour savoir si vous avez un attachement anxieux, rendez-vous sur mon site et faites le quiz en ligne, gratuit. Voilà. Autre chose que je dis et que j'oublie après, parce que j'ai fait un PowerPoint sur le sujet, là, sur cette conférence, que vous pouvez trouver sous la vidéo. Vous pouvez aussi avoir accès en libre service à mon PowerPoint si ça vous intéresse. Oui, il y a quelqu'un qui... Oui. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Okay. Je présume qu'il y a plusieurs profils de femmes qui sont attirées par cette typologie d'hommes. Au-delà des profils anxieux ou des empathes qui pourraient être soumises, c'est ce que vous disiez, puisqu'il y a des empathes qui ne sont pas forcément soumises, je présume. Non. Est-ce qu'il peut y avoir aussi un process dans lequel on se projette, enfin c'est celui de l'évitement. L'évitement. C'est-à-dire qu'en se focalisant sur les besoins de l'autre et sur le fait de se positionner en sauveuse, oui. On ne se focalise pas sur nos propres besoins, oui, en fait. Ça va être le problème, d'ailleurs, c'est de se déserter. C'est-à-dire que plus tu es focalisé et que tu centralises la relation sur l'autre, en te disant « Ah, mais quand même, il est fragile, et mais quand même, il a besoin de moi, ou quand même, je vais pouvoir le changer, ou quand même, il y a plein de choses de bonnes que je trouve avec lui, etc. » Tu es centré sur l'autre, évidemment, tu réponds à ses besoins, et du coup, tu te désertes. Tu ne réponds pas au tien, tu réponds au sien.
Et l'autre, c'est comme un vampire, en fait. Plus tu réponds au sien, et plus il aspire, et il est content. Tu vois. Donc, oui, c'est comme tu sais, les vases communicants. Plus plus lui se nourrit, et plus tu te vides. Oui, et est-ce que sur ces femmes-là, par exemple, qui sont dans l'évitement, il y a souvent un parallèle professionnel, c'est-à-dire qu'elles travaillent énormément, Oui, elles se noient dans le travail aussi, parce que c'est une forme, pareillement, d'évitement avec toutes les hypothèses derrière qu'il y a. Et si je fais ça, il va se passer ça. Et on est dans ce processus-là aussi sur les femmes que vous rencontrez. Ah oui, prendre sa place, l'indisponible, on l'a dit, il a souvent une vie hyper remplie, toi il n'est pas très dispo pour toi, un peu mais pas tant que ça. Il n'attend pas après toi, mais quand même, quand il est là, il est très, très totalement là. Enfin, tu vois, il y a des trucs comme ça. Donc toi, tu cours derrière. Oui, tu voulais dire un truc. Comme mademoiselle disait, je pense que c'est une spirale, en fait. Ouais. C'est une spirale et on ne s'aperçoit même pas qu'on s'épuise, puisqu'on est dedans. Bah, quand tu es dedans, oui, c'est après que... C'est après, voilà, au bout C'est après coup que tu te rends compte que tu t'es épuisé là-dedans et que finalement, c'était pas quelqu'un qui était... Mais au moment X, on est... Ben non, tu es focalisé et alors, je vais expliquer la chimie du cerveau parce qu'il y a un processus quand même physiologique qui crée cette force moteur du désir qui fait que tu as le warning, mais en même temps, tu n'arrives pas à t'arrêter. Ouais, c'est ce que disent ces nanas. Elles disent c'est plus fort que moi. À la fin, ça se termine mal, mais il y a un moment, elles disent c'est plus fort. Donc, Hélène Fischer, anthropologue spécialisée dans les neurosciences de l'amour, elle a montré par IRM qu'il y a des zones du cerveau qui sont activées par l'amour romantique, qui sont les mêmes que celles de la cocaïne. Et donc, ça s'appelle le noyau accumbens. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est un système dopaminergique, le circuit de la récompense. Donc, en fait, c'est ça le truc. Donc, le point crucial, c'est que ce circuit, il est mis en route quand vous avez des moments fusionnels, des moments intenses, des moments où vous êtes, comme elle a dit, le chevalier servant, etc. Et puis, il est stable, il est disponible, il apparaît, le prince charmant. Donc, il y a un flux de dopamine qui est déversé à ce moment-là. Et puis, dès qu'il vient imprévisible, ça génère des pics de dopamine. Donc, ça fait les montagnes russes au niveau neurochimique. Et donc, votre cerveau préfère les montagnes russes que le côté plat. D'accord ? D'où l'addiction à l'intensité, pour beaucoup. Parce que le problème de ce noyau accumbens, qu'on appelle aussi dans le striatum, c'est que sinon, si l'autre est acquis trop vite, qu'il est trop prévisible, il y a quelque chose de l'ordre de la satiété. Bon, bah, j'ai mangé à ma faim, c'est bien, je suis en sécurité, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, mais j'arrive à satiété et donc je n'ai plus le désir de capter ce que j'ai. Voilà. Et ça, c'est vraiment la chimie de l'amour romantique qui crée ce système dopaminergique. Donc, tu as ton shoot, c'est comme la cocaïne. Quand il est là ou quand il t'appelle, il t'envoie un message. Ah, ça y est, tu es contente, tu as ton shoot. Et puis, et après, tu ne peux pas t'empêcher d'attendre le deuxième message ou à quel moment il va être disponible à toi, etc. Donc, on a un côté... c'est pas maso, c'est que c'est la chimie du cerveau qui fonctionne comme ça. Il y a un phénomène d'accoutumance. Il y a un phénomène d'accoutumance, d'avoir trop de stabilité. Et donc les gens, c'est pour ça qu'on dit que l'amour dure 3 ans, qu'au bout d'un moment, il y a trop de stabilité, donc ils se lassent. Voilà. Ouais. J'aurais 2 questions du coup. Est-ce que la petite phrase qui se dit souvent « fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis », finalement, n'est pas... c'est pas quelque chose... C'est pas une relation qui démarre vraiment de manière équilibrée quand c'est comme ça. Parce qu'on dit souvent qu'il faut faire... Il faut pas être trop... aller trop vers l'homme. Je sais pas ce que c'est que ce bruit là. Mais... Et il paraît qu'il faut faire un petit peu, rester un petit peu en distance, en dehors, se faire désirer, nanana. Je ne sais pas si une relation finalement qui est équilibrée et saine est là-dedans. Non, on rentre dans ces systèmes-là, c'est des stratégies, tu vois. Et pourtant, on le dit beaucoup. Hein. Ben, je sais, mais c'est l'attachement anxieux et l'attachement évitant qui s'emboîtent. Suis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis. Ça va créer justement ce type de transaction
qui fait que oui, il y en a un qui va courir derrière l'autre, donc il y en a un qui a le pouvoir sur l'autre, et c'est pas très agréable à vivre en fait, c'est pas confortable, mais ça donne de l'intensité. Et comme on vient de le voir, notre cerveau préfère les montagnes russes à quelque chose de stable, à un renforcement positif, positif, positif. Au bout d'un moment, voilà. C'est comme les machines à sous, tu vois. C'est quand la récompense est aléatoire, ton cerveau devient obsessionnel. Alors qu'il ne peut pas s'arrêter de bing, bing. Et on fonctionne comme ça. Donc le bad boy, c'est carrément une addiction neurochimique. Et donc c'est vraiment de la biologie. C'est pas un truc comme ça irrationnel. C'est intéressant de savoir qu'on ne fait pas exprès d'être là-dedans, parce qu'il y a des femmes qui se disent mais pourquoi je suis complètement maso, pourquoi j'arrive pas à arrêter le truc. C'est le système du circuit de la récompense, avec le côté aléatoire, un coup je suis là, un coup je suis pas là, un coup je suis là, un coup je suis pas là. Et ça te colle le manque. Et notamment, je voulais parler aussi du vide affectif. Plus tu es construit sur le vide affectif, plus tu tombes dans le panneau, évidemment. Moins tu as de vide affectif, plus ta vie est nourrie par plein de choses, moins tu tombes dans le panneau longtemps. Bon, ça fait aussi partie du schmilblick, malheureusement. Voilà. Ma deuxième question, si c'est possible, c'est oui. comment, quand on rencontre quelqu'un, quand on rencontre un homme, comment on détecte tout de suite, rapidement, qu'il est pervers narcissique. Comment... Parce entre quelqu'un qui peut être vraiment gentil, sincèrement, donc et quelqu'un la règle, c'est 90 jours d'observation. Voilà, le slow love. Tu peux pas au début. D'ailleurs, c'est ton expérience, puisqu'au début, il jouait au prince charmant. Donc ton expérience fait que si tu t'en tiens qu'au début, tu te dis non, c'est cool. Au départ, sur la plage, on se baladait, j'ai voulu prendre la main, il m'a dit ah non, moi je donne pas la main comme ça tout de suite. Et je me suis dit tiens, c'est bizarre, alors qu'il m'avait embrassé avant. Je me disais quand même, la main, c'est rien en fait, c'est pas un engagement vraiment pour moi. Oui. Donc c'était entre deux déjà. Oui, ça commence à être confus. Ouais. Dès le départ. Il n'y a pas de clarté. Ouais. Et je voulais juste savoir, on m'a dit qu'en fait, ça c'est vraiment... c'est pas une maladie en fait, parce qu'on ne peut pas soigner. Quelqu'un ne peut pas se soigner de ça. Si. Quand tu es attiré par un bad boy ? Non, un pervers narcissique lui-même. D'abord, il consulte. Une perverse narcissique, il y a des personnes qui consultent rarement. On les voit très peu. Parce que, sauf quand la femme menace de partir et que, j'en ai un comme ça au cabinet, qui tient beaucoup à son mariage et à sa famille, et sa femme s'est lassée d'être docile, soumise, machin. Bon, elle était consentante de se soumettre. Donc elle a pris sa liberté, son envol, et là, elle lui a dit, écoute, soit tu fais de la thérapie, soit au revoir. Donc il arrive en thérapie, mais bon, un peu forcé, quoi. Voilà, donc c'est un travail qui marche moyen tant que la personne se sent tenue par sa femme, tu vois, ça part pas vraiment de lui. Donc après, j'ai fait une alliance thérapeutique avec lui, j'ai eu de la chance que ça passait bien parce que j'ai un côté direct, je l'ai recadré, mais du coup, c'est bien le lien entre nous, mais sinon, en général, ils consultent pas, ils se remettent pas tellement en question. Ils passent après à quelqu'un d'autre, si tu veux. Ou ils continuent leur vie autrement. Enfin, ils n'ont pas besoin de toi, quoi, plus que ça, si tu veux. Ils sont nés comme ça ? Non. C'est ça que je me demande, moi. Non, pas du tout. Pas du tout. La personnalité se construit avec les traumas de l'enfance et le transgénérationnel. Les profils de personnalité se construisent à partir des blessures. Donc, à partir de ton environnement traumatique, que ce soit, c'est pas que les parents d'ailleurs, pas que la mère, ça peut être, je sais pas, tu es dans un pays en guerre, tu es dans une culture où c'est la famine, je sais pas, bref, il y a plein de contextes qui font que, voilà, tu te chopes des poids de tes ancêtres, des trucs comme ça, et que tu te construis mal en fait, tu as du mal à te développer parce que le départ est pas sécure. Ou le transgénérationnel n'est pas sécure. Donc il y a des problématiques, et le profil de personnalité se construit avec le temps, pas au départ. Tu ne nais pas comme ça. C'est pas un postulat qui tient la route, ça. Alors j'étais sur la transgression.
beaucoup de femmes ont été habituées à take care, on dit à prendre soin, à être accommodante, à être sage. Ça, on le voit. J'avais fait une fresque sur la discrimination et j'avais vu que les femmes avaient quand même encore aujourd'hui des habitudes dans le féminin, à être plutôt arrangeante, à ne pas prendre trop de place, à ne pas trop la ramener, à trouver quelque chose de magnétique dans quelqu'un qui peut s'en foutre complètement. Voilà, un côté, oui, un peu, je prends soin de l'autre plus que je m'occupe, quelqu'un dit, de mes besoins, plus que je m'occupe de moi. Un côté, je prends soin des autres, je suis au service, etc. C'est encore vrai aujourd'hui. C'est encore vrai, même malgré, dans la fresque de la discrimination, malgré le fait qu'il y a eu tout le mouvement des féministes depuis je ne sais pas combien de temps, c'est encore vrai quand même maintenant. Est-ce que tu ne veux pas dire quelque chose là-dessus ? Alors, sur la fresque du sexisme, justement, on voit comment on est amené à avoir encore aujourd'hui, du coup, des inégalités et surtout d'où viennent ces discriminations et comment c'est ancré encore aujourd'hui. On a l'impression que ça a bougé, mais en fait, ça a très peu bougé. C'est ça. Les chiffres prouvent que ça a très, très peu bougé et que c'est complètement systémique. Ouais, c'est intéressant que tu complètes parce qu'effectivement, on a l'impression que ça n'a pas tant bougé que ça. Il y a toujours, les femmes sont plutôt arrangeantes, sociables. Quand même dans les métiers, on les retrouve quand même encore et toujours dans les métiers de soins. Enfin, pas que, mais beaucoup. Et on voit que même au niveau politique, tout ça, c'est quand même les hommes qui sont toujours plus, en termes de statistiques, qui sont plus représentés que les femmes, manifestement. Ouais. Tu voulais dire un truc ? Vas-y. Attends, 2 minutes. Attends, vas-y, reparle. Moi, j'ai fait un petit constat avec les filles d'amis qui ont entre 25 et 30 ans. Et je trouve qu'elles s'occupent de plus en plus d'elles. Elles voyagent beaucoup plus. Elles sont moins tenues par le garçon qu'elles vont rencontrer. Tant mieux. Mais c'est peut-être pas plus mal, peut-être. Oui, alors, il reste quand même une majorité de femmes qui ont le mythe romantique dans la tête. C'est-à-dire, je veux faire un couple idéal avec le rêve romantique. Bon, c'est quand même majoritaire. Mais néanmoins, tu as quand même aussi, et en même temps, des femmes qui sont très indépendantes, qui voyagent seules, mais ça n'empêche pas qu'elles ont, même si elles font tout ça, ce rêve de romantique dans la tête, en choix par latence, en choix latent. Donc, ça n'empêche pas. Moi, je vois beaucoup de femmes qui sont très indépendantes, qui ont l'air d'assurer tout ce que tu veux, mais qui gardent ce rêve magnifique d'un rêve absolu, d'amour parfait, d'amour complet, d'amour je ne sais pas quoi, et qui finalement sont déçues parce qu'elles ne peuvent pas faire un couple durable très 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 longtemps. Ça ne tient pas la route, le rêve. Oui, c'est problématique ça. C'est sûr. Voilà.